Mon père, Antoine, a investi son cœur ailleurs. Dans l'éclat des euros, dans les bras d'une autre. Il a délibérément jeté ce qui était précieux, notre famille, pour une vie de fausse grandeur. Une trahison qui nous a laissés, ma mère et moi, sous le vent de Paris. Mais l'argent, parfois, est un loyer cher à payer. Et les factures du passé finissent toujours par arriver, même quand on ne les attend plus. Avant d'écouter la suite, abonnez-vous et écrivez en commentaire le nom de votre ville. Ces petits liens rendent chaque histoire un peu plus humaine. Je m'appelle Clara. J'ai plus de 60 ans maintenant. J'ai toujours cru qu'il suffisait d'élever mes enfants pour n'avoir aucun regret dans cette vie. Mais un jour, j'ai réalisé que certaines choses, on ne les reçoit pas toujours en retour, même quand on les a données. Et cette nuit-là, la plus terrible de toutes, reste gravée en moi, comme une cicatrice invisible. Une nuit où la vie, et l'humanité, se sont montrés sous leurs visages les plus cruels et les plus inattendus. J'avais 9 ans. Seulement 9 printemps. Aucune famille vers qui me tourner, pas un sou dans mes petites mains gelées. Juste ma mère, Adèle, au seuil de son 9e mois de grossesse, tordue de douleur sur le trottoir froid et mouillé d'une rue de Paris. Au-dessus de nous, des nuages noirs déversaient une pluie glaciale. Chaque cri de ma mère me traversait le cœur comme une lame aiguisée. Un déchirement. Une agonie. Je serrais sa main tremblante, courant vers les inconnus qui passaient, les suppliant de nous aider. Mais les gens se contentaient de regarder. Ils chuchotaient entre eux, puis accéléraient le pas, comme si notre misère était contagieuse. S'il vous plaît, aidez-nous. Ma maman va avoir son bébé. Ma petite voix se brisait, étranglée par la peur et la tristesse. Personne ne s'arrêtait vraiment. Une femme, élégante sous son parapluie, a même reculé, frissonnant de dégoût. Un homme d'affaires, pressé, m'a bousculé du coude sans même me regarder. Leurs ombres s'éloignaient, s'effaçant dans le brouillard et la pluie. Quelques-uns, oui, quelques-uns se sont arrêtés. Mais au lieu d'offrir une main tendue, ils ont commencé à rire. Ce n'était pas un rire joyeux, non. C'était un rire méprisant. Un rire cruel. Des murmures moqueurs parcouraient le petit attroupement qui se formait. Où est son père? C'est sûrement juste des mendiantes. Certains secouaient la tête, prononçant des paroles dures. D'autres se contentaient de nous fixer avec une pitié lointaine, puis poursuivaient leur chemin, un peu plus vite. Leurs regards, ces rires, étaient des coups, plus douloureux encore que le froid. Ils me brûlaient la joue, me rongeaient l'âme. Je sentais mes petites mains se serrer sur celles de ma mère, une force inconnue me poussant à ne pas lâcher prise. « Maman, tiens bon, je vais trouver de l'aide », ai-je murmuré, des larmes et des gouttes de pluie se mêlant sur mon visage. Ma mère devenait de plus en plus faible. La pluie nous glaçait jusqu'aux os. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas abandonner. Je ne pouvais pas cesser d'essayer. Parce que si j'abandonnais maintenant, je perdrais la seule personne au monde qui m'avait vraiment aimé. L'hôpital semblait si loin. Chaque pas de ma mère était une agonie. Mes petites jambes peinaient à la soutenir. Je voyais l'entrée lumineuse au loin, mais c'était comme une étoile inaccessible. Alors, j'ai recommencé à courir vers un taxi qui s'approchait lentement. Les phares perçaient à peine la nappe de pluie. J'ai agité mes bras, désespérément. Le taxi s'est arrêté. Le chauffeur a baissé sa vitre. C'était un homme âgé, d'origine africaine, avec des yeux doux et des cheveux grisonnants. Sur son badge, je pouvais lire « Pierre ». « Mais qu'est-ce qui ne va pas, petite » a demandé Monsieur Pierre, sa voix empreinte de gentillesse. « Ma maman, elle va avoir son bébé, ici, dans la rue. Elle est très malade et nous devons aller à l'hôpital. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, aidez-nous. » Les mots sont sortis en un flot pressé. Monsieur Pierre a regardé ma mère, étendue sur le sol mouillé. Son expression s'est immédiatement transformée en une profonde inquiétude. Il a rapidement garé son taxi et est sorti. « Oh, mon Dieu, ayez pitié », a-t-il dit en s'agenouillant près d'Adèle.
Madame, vous m'entendez? Nous allons vous aider. Ma mère a pu à peine ouvrir les yeux, mais elle a hoché la tête faiblement. Un petit signe d'espoir dans cette nuit d'enfer. L'odeur de la pluie sur le bitume, le froid qui s'infiltre. Cela me ramène toujours à cette nuit-là. Mais avant cette obscurité, il y avait une lumière. Un temps où ma famille, même pauvre, était heureuse. Je me souviens d'Antoine, mon père. Il travaillait comme agent de sécurité dans un grand immeuble de bureaux. Il ne gagnait pas beaucoup, mais il aimait sa famille. Chaque soir, en rentrant, il me prenait dans ses bras, me faisait tourner. Il embrassait maman, Adèle, sur la joue et lui demandait comment s'était passée sa journée. Nous vivions dans un tout petit appartement d'une seule pièce. Nous partagions le même lit. Parfois, il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde. Mais papa veillait toujours à ce que maman et moi mangions d'abord, même si cela signifiait qu'il se couchait le ventre vide. Nous n'avons peut-être pas grand-chose, disait Antoine en nous serrant tous les deux dans ses bras, mais nous avons. Et ça vaut plus que tout l'argent du monde. Je le croyais. Je me sentais en sécurité, aimé. Mes petits déjeuners avec du pain et de la confiture, simple, mais empreint de cette chaleur. C'était un peu comme le goût du bonheur. Mais un jour, tout a changé. Antoine est rentré avec une grande nouvelle. Son patron avait remarqué son honnêteté et son travail acharné. Le patron avait décidé de le nommer responsable de tous les agents de sécurité. Avec ce nouveau poste est venu beaucoup plus d'argent. Plus d'argent qu'Antoine n'en avait jamais vu de toute sa vie. Au début, maman et moi étions si heureuses. Nous avons déménagé dans une maison plus grande. J'ai eu ma propre chambre avec un vrai lit et de jolis draps roses. Maman n'avait plus à s'inquiéter de l'argent pour la nourriture. Antoine a acheté de nouveaux vêtements, une télévision. Mais l'argent a commencé à changer Antoine d'une manière que maman et moi ne comprenions pas au début. Il a commencé à rester dehors tard après le travail. Il disait qu'il fêtait avec des amis ou qu'il faisait des affaires. Il a commencé à acheter des vêtements coûteux et des montres fantaisie. Il dépensait de l'argent pour des choses dont nous n'avions pas besoin, tandis qu'Adèle lui demandait d'économiser pour la venue du bébé. « Ne t'inquiète pas pour le bébé », disait Antoine, sans regarder Adèle. « J'ai beaucoup d'argent maintenant. » Ses yeux, autrefois si doux, devenaient lointains. Puis maman a découvert l'autre femme. Elle s'appelait Sophie, et elle travaillait dans le restaurant chic où Antoine avait commencé à déjeuner tous les jours. Sophie était jeune, jolie, et riait à toutes les blagues d'Antoine. Elle se moquait qu'il soit marié. Elle ne se souciait que des cadeaux coûteux qu'il lui achetait et des beaux endroits où il l'emmenait. Quand maman l'a découvert, elle a confronté Antoine à ce sujet. Mais au lieu de se sentir désolé, Antoine s'est mis en colère, devenant méchant. « Comment oses-tu me questionner ?» a crié Antoine à Adèle, qui était alors enceinte de 9 mois et pouvait à peine marcher. « Je travaille dur pour cet argent. Je peux faire ce que je veux. » « Antoine, s'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais, » a dit Adèle, les larmes coulant sur son visage. « Je suis sur le point d'avoir ton bébé. Clara a besoin de son père. Nous avons besoin de toi. » Mais Antoine avait déjà pris sa décision. Il a regardé ma mère enceinte avec dégoût, comme si elle était quelque chose de sale qu'il voulait jeter. « Je ne veux plus de toi et de ton bébé inutile, » a dit Antoine froidement, ses yeux lointains, cherchant les miens et les évitant aussitôt. « Vous n'êtes qu'un poids mort dans ma vie. » Maman ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. C'était le même homme qui lui massait les pieds quand il lui faisait mal. Qui me chantait des berceuses avant de dormir. « Antoine, c'est ton enfant. Nous sommes ta famille. » « Ma famille ?» Antoine a ri d'une manière méchante. « Sophie est ma famille maintenant. Elle est jeune et belle. Elle ne se plaint pas tout le temps comme toi. » Cette nuit-là, Antoine a pris la décision la plus terrible de sa vie. Il a dit à Adèle qu'elle devait quitter la maison immédiatement. « Mais Antoine, je suis enceinte de 9 mois. Le bébé pourrait arriver n'importe quel jour maintenant. Où suis-je censé aller ?» a supplié maman,
tenant son ventre arrondi. Ce n'est pas mon problème, a dit Antoine, sa voix froide comme la glace. Prends Clara et va-t'en. Je veux que vous soyez partis avant le matin. J'ai tout entendu depuis ma chambre. J'ai couru et j'ai agrippé le bras de mon père. Papa, s'il te plaît, ne nous chasse pas, maman va bientôt avoir le bébé. Elle doit rester au lit. Antoine m'a repoussé brutalement. Ses yeux m'ont transpercé. La vie, ma vie, elle n'a plus de place pour des fardeaux comme vous. Maman a emballé nos quelques affaires avec des mains tremblantes pendant que je l'aidais. Alors que maman et moi marchions vers la porte d'entrée, portant notre petit sac, maman s'est retournée une dernière fois. Antoine, a-t-elle dit doucement. Un jour, tu comprendras ce que tu jettes. Et quand ce jour viendra, j'espère que quelqu'un te montrera plus de gentillesse que celle que tu nous montres ce soir. Antoine ne l'a même pas regardé. Il a juste agité la main comme s'il chassait des mouches. Allez, va-t'en, a-t-il dit. Léa ne revient jamais. Maman et moi sommes sortis dans la nuit froide. Derrière nous, nous avons entendu la porte claquer et le verrou tourner. Nous étions désormais sans abri, sans nulle part où aller, et maman était sur le point d'accoucher à tout moment. Monsieur Pierre, le chauffeur de taxi au grand cœur, était là. Il avait vu ma mère et moi. Il avait vu la dignité brisée et la peur dans mes yeux. Oh, mon Dieu, ayez pitié, a-t-il dit en s'agenouillant près d'Adèle. Madame, vous m'entendez? Nous allons vous aider. Ma mère a pu à peine ouvrir les yeux, mais elle a hoché la tête faiblement. Monsieur Pierre était bien plus fort que moi. Il a aidé Adèle à se lever avec soin et à marcher jusqu'à son taxi. Il l'a allongée doucement sur la banquette arrière. Je n'ai pas d'argent pour vous payer, ai-je dit doucement en montant à côté de ma mère. J'ai seulement 3,50 €, ce n'est pas assez. Petite, a dit Monsieur Pierre, me regardant dans le rétroviseur alors qu'il démarrait. Certaines choses dans cette vie sont plus importantes que l'argent. Votre maman a besoin d'aide, et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Pendant le trajet vers l'hôpital général de la ville, Monsieur Pierre a conduit aussi vite et aussi prudemment que possible. Chaque fois qu'Adèle criait de douleur, il regardait en arrière et disait des mots encourageants comme « Tenez bon, madame. Nous y sommes presque. » Je serrai la main de ma mère et j'ai ressenti une minuscule lueur d'espoir pour la première fois de la journée. Enfin, quelqu'un nous aidait. Enfin, quelqu'un se souciait de nous. Arrivé à l'hôpital, Monsieur Pierre ne nous a pas simplement déposés. Il a aidé à transporter Adèle à l'intérieur du bâtiment, moi courant à leur côté avec notre petit sac. Merci, Monsieur Pierre, ai-je dit en atteignant l'entrée de l'hôpital. Merci beaucoup. Prenez bien soin de votre maman, Clara, a dit Monsieur Pierre en me tapotant doucement la tête. Et rappelez-vous, il y a encore de bonnes personnes dans ce monde, d'accord? J'ai hoché la tête et j'ai regardé Monsieur Pierre s'éloigner avant de me tourner vers les portes de l'hôpital. Le bâtiment semblait si grand et si effrayant, mais j'ai pris une profonde inspiration. Je devais être courageuse maintenant. Ma mère comptait sur moi. À l'intérieur de l'hôpital, les lumières vives m'ont fait mal aux yeux après être resté dans la rue sombre et pluvieuse. Il y avait des gens partout, certains assis sur des chaises, d'autres marchant rapidement en blouse blanche. L'odeur de la médecine et des produits de nettoyage emplissait l'air. J'ai aidé ma mère à marcher lentement jusqu'au comptoir d'accueil où une infirmière, en uniforme blanc impeccable, était assise. L'infirmière avait les cheveux blonds courts et tapait sur un ordinateur. Elle a levé les yeux quand Adèle et moi nous sommes approchés. « Je peux vous aider ?» a demandé l'infirmière, mais sa voix sonnait froide et peu amicale. « S'il vous plaît, madame, ai-je dit poliment. Ma maman va avoir son bébé, et elle est très malade. Elle a besoin d'un médecin tout de suite. » L'infirmière a regardé Adèle, qui s'appuyait lourdement sur le comptoir et respirait difficilement, puis est revenue vers moi avec mes vêtements mouillés et mes cheveux en désordre. L'expression de l'infirmière montrait qu'elle n'aimait pas ce qu'elle voyait. « Non » a demandé l'infirmière d'un ton ennuyé. « Adèle Dubois » ai-je répondu rapidement. « Et votre carte vitale ?»
Votre numéro de sécurité sociale? Votre adresse de résidence stable? L'infirmière a soupiré bruyamment comme si je la dérangeais. Sans papier valide, nous devons vous faire remplir des formalités administratives complexes avant de pouvoir la prendre en charge. Et nous devrons vérifier votre capacité à payer plus tard. C'est un hôpital public, nous avons des procédures. Mon cœur s'est serré. Des procédures? Mais ma maman? J'ai lentement fouillé dans ma poche et j'ai sorti ma petite bourse, celle que ma mère m'avait donnée pour mon anniversaire. À l'intérieur, il y avait 3,50 €. C'était tout ce qui nous restait au monde. Avec des mains tremblantes, j'ai posé la petite bourse sur le comptoir et je l'ai ouverte avec précaution. J'ai versé les quelques pièces et billets froissés. C'est tout ce que nous avons, ai-je murmuré, ma voix tremblante. S'il vous plaît, madame, c'est tout l'argent que nous avons dans le monde entier. S'il vous plaît, aidez ma maman. L'infirmière a regardé les quelques pièces et billets. Et puis, quelque chose de terrible est arrivé. Elle a commencé à rire. Ce n'était pas un rire gentil, mais un rire méchant, cruel qui m'a fait rougir de honte. 3,50 €, a dit l'infirmière à voix haute pour que les autres puissent entendre. Vous pensez que 3,50 € vont payer un accouchement à l'hôpital? Les autres personnes dans la salle d'attente se sont tournées pour regarder Adèle et moi. J'ai senti mon visage devenir rouge, mais je ne me suis pas éloigné du comptoir. Mais ma maman est vraiment, vraiment malade, ai-je supplié, des larmes commençant à couler sur mes joues. Le bébé va arriver, que nous ayons les papiers ou non. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas nous aider. Le rire de l'infirmière s'est fait encore plus fort. Écoutez, petite, cet hôpital a des règles strictes. Pas de dossier médical, pas d'assurance, pas d'informations officielles, nous ne pouvons rien faire. C'est ainsi que le monde fonctionne, tout le monde doit s'y conformer. Une autre infirmière s'est approchée pour voir ce qui se passait. Quand elle a vu ma petite pile d'argent, elle a commencé à rire, elle aussi. Regardez ça, a dit la deuxième infirmière. Elle pense que 3,50 € vont acheter des soins médicaux. Je me sentais de plus en plus petite alors que les infirmières riaient de moi. Ma mère souffrait terriblement, et ces gens se moquaient de nous au lieu de nous aider. S'il vous plaît, ai-je supplié, ma voix se brisant. Ma maman n'a rien fait de mal. C'est une bonne personne. Elle prend soin de moi et m'aime. S'il vous plaît, ne la laissez pas mourir parce que nous sommes pauvres. Mais la première infirmière a juste agité la main comme si elle chassait une mouche. Marc, a-t-elle appelé un agent de sécurité se tenant à proximité? Venez escorter ces personnes dehors. Elles dérangent nos patients. L'agent de sécurité, un homme imposant en uniforme, a commencé à marcher vers nous. J'ai agrippé plus fort le bras de ma mère. Non, ai-je crié. Vous ne pouvez pas nous faire partir. Ma maman a besoin d'aide. Quel genre de personne êtes-vous? Les infirmières ont continué à rire et l'agent de sécurité se rapprochait. Je me sentais désespéré et sans espoir. Après tout ce que nous avions traversé, après avoir trouvé quelqu'un de gentil comme Monsieur Pierre pour nous aider à arriver ici, nous allions être jetés dehors de toute façon. Juste au moment où je pensais que tout espoir était perdu, j'ai entendu une voix derrière moi. Une voix calme et posée, qui a traversé tous les rires. Excusez-moi, que se passe-t-il exactement ici? Je me suis retourné et j'ai vu une femme âgée, peut-être dans la soixantaine, avec des cheveux gris argentés soigneusement tirés en arrière et vêtue d'une simple robe bleue. Elle avait des yeux doux, mais son visage semblait sérieux et un peu en colère alors qu'elle fixait les infirmières. La première infirmière a cessé de rire et a essayé de reprendre une attitude professionnelle. Oh, Madame Dubois, nous expliquions simplement à cet enfant que nous avons besoin d'un paiement avant de pouvoir fournir des services. Je vois, a dit la femme, marchant plus près de ma mère et moi. Et je vois aussi une femme qui est clairement en train d'accoucher et qui a besoin d'une attention médicale immédiate. Madame Dubois s'est agenouillée à côté d'Adèle, qui était maintenant à peine consciente de la douleur. Elle a doucement touché le front d'Adèle et a vérifié son pouls. Cette femme a une forte fièvre et est en plein travail,
a dit Madame Dubois, se levant et faisant face aux infirmières. Depuis combien de temps êtes-vous là à discuter d'argent pendant qu'elle souffre? La première infirmière semblait mal à l'aise. Eh bien, nous avons des politiques. Vos politiques, a interrompu Madame Dubois, sa voix devenant plus forte. Votre politique est de laisser une femme accoucher sur le sol de votre hall parce qu'une enfant de 9 ans n'a pas 200 € pour des frais administratifs? J'ai levé les yeux vers cette femme avec émerveillement. Qui était-elle? Pourquoi nous aidait-elle alors que tout le monde avait été si cruel? Madame, a dit la deuxième infirmière, nous comprenons que cela puisse paraître mal, mais nous ne pouvons pas simplement offrir des soins médicaux gratuits à tous ceux qui entrent ici sans les documents nécessaires. Madame Dubois a ouvert son sac à main et a sorti son portefeuille. Sans hésitation, elle a compté 200 € et les a posés fermement sur le comptoir. Voilà. Problème résolu. Elle a regardé directement la première infirmière. Maintenant, emmenez cette femme à la maternité immédiatement, où je parlerai personnellement à votre superviseur de la façon dont vous traitez les patients en urgence. L'attitude des infirmières a complètement changé lorsqu'elles ont vu l'argent. La première infirmière a rapidement ramassé les billets. Bien sûr, Madame Dubois. Tout de suite. Elle a fait signe à deux autres employés de l'hôpital. Apportez une chaise roulante pour Madame Dubois immédiatement. Alors que le personnel de l'hôpital se précipitait pour aider Adèle, je suis resté là, sous le choc. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. Cet inconnu nous avait sauvés. Madame Dubois s'est tournée vers moi et s'est agenouillée à ma hauteur. « Ah, comment t'appelles-tu, ma douce ?»« Clara » ai-je murmuré, encore étonné par ce que cette femme avait fait. « Clara, je m'appelle Madame Dubois. J'étais ici pour mon examen de routine quand j'ai entendu ce qui se passait. Tu n'es pas blessée ? » J'ai secoué la tête. « Non, madame, mais ma maman. Va-t-elle aller bien ?» Madame Dubois a souri doucement. « Les médecins vont très bien s'occuper de ta maman. Mais Clara, j'ai une question importante à te poser. Où est ton père? Où est ta famille? » Mes yeux se sont remplis de larmes à nouveau. Je ne savais pas si je devais dire la vérité à cette femme gentille sur ce que mon père avait fait. Et si Madame Dubois pensait que nous méritions d'être jetés à la rue? Il ne veut plus de nous, ai-je dit doucement. Il a une nouvelle petite amie et il a dit que nous le retenions. Il nous a fait partir et c'est là que la douleur de maman a commencé. L'expression de Madame Dubois est devenue triste et en colère à la fois. Oh, ma chérie, je suis tellement désolé que cela vous soit arrivé. Un docteur Lucas en tenue de bloc s'est approché d'eux. Nous emmenons Madame Dubois en salle d'accouchement numéro 3. Le bébé arrive très vite. Puis-je rester avec elle, ai-je demandé rapidement. J'ai promis que je ne la laisserai pas seule. Le docteur a regardé Madame Dubois, qui a hoché la tête. Clara peut attendre dans la zone familiale juste devant la salle d'accouchement, a dit Madame Dubois. Je resterai avec elle. Alors que nous marchions dans les couloirs de l'hôpital, je me sentais confuse. Pourquoi cette inconnue était-elle si gentille avec nous? Madame Dubois, ai-je dit alors que nous nous asseyions dans la salle d'attente devant la salle d'accouchement. Pourquoi nous aidez-vous? Vous ne nous connaissez même pas. Madame Dubois est restée silencieuse un instant, me regardant avec des yeux pensifs. Clara, il y a longtemps, quelqu'un m'a aidé quand j'en avais le plus besoin. J'étais jeune et effrayé, tout comme toi maintenant. Un inconnu bienveillant a changé toute ma vie en me montrant de la compassion quand les autres se détournaient. Elle a fait une pause et a pris ma petite main dans sa main chaude. Maintenant, c'est mon tour d'aider quelqu'un d'autre. J'entendais ma mère crier derrière les portes de la salle d'accouchement. Chaque son me faisait mal au cœur. Et si quelque chose de grave arrivait à ma maman, ai-je murmuré. Les médecins ici sont très bons, Clara. Ta maman est forte, et toi aussi. Parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de continuer à croire que tout ira bien. Nous nous sommes assis ensemble dans le couloir silencieux.
Ma petite main toujours tenue en toute sécurité dans la douce étreinte de Madame Dubois. Pour la première fois depuis des jours, j'ai eu l'impression que peut-être, juste peut-être, nous n'étions pas complètement seuls au monde. Mais je n'avais aucune idée que ce n'était que le début de la façon dont Madame Dubois allait changer nos vies. Les heures passèrent. Je m'étais endormi sur la chaise inconfortable de l'hôpital, ma tête reposant sur l'épaule de Madame Dubois. Madame Dubois était restée avec moi tout le temps, caressant doucement mes cheveux chaque fois que je m'agitais à cause de mauvais rêves. Finalement, vers 3 heures du matin, Dr Lucas est sorti de la salle d'accouchement. Il avait l'air fatigué mais souriait. « Clara » a dit Madame Dubois en me secouant doucement. « Le docteur est là. » Je me suis assise rapidement, le cœur battant. « Ma maman va bien ? Le bébé va bien ? » Dr Lucas s'est agenouillé devant moi. « Ta maman va très bien, Clara. Elle est très fatiguée, mais elle est en bonne santé. Et tu as un beau petit frère. » Mes yeux se sont remplis de larmes de joie. « Un frère ? Vraiment ? Puis-je les voir ? » Dans quelques minutes, a dit Dr Lucas. Ta maman se repose en ce moment, mais elle te demandait. Quand j'ai finalement été autorisé à entrer dans la salle de réveil, j'ai eu le souffle coupé. Ma mère avait l'air si pâle et faible, allongée dans le lit blanc de l'hôpital, mais elle était éveillée et souriante. Dans ses bras, il y avait un tout petit bébé emmailloté dans une couverture bleue. « Clara » a murmuré Adèle alors que je courais à son chevet. « Viens rencontrer ton petit frère. » Je suis monté avec précaution sur la chaise à côté du lit et j'ai regardé le bébé. Il était si petit et parfait, avec de minuscules doigts et des yeux clos. « Il est magnifique, maman » ai-je dit doucement. « Comment s'appelle-t-il ? » Je pensais. « Espoir » a dit Adèle, regardant Madame Dubois, qui se tenait tranquillement dans l'embrasure de la porte. Parce que quand je pensais que nous avions perdu tout espoir, quelqu'un nous a montré de la gentillesse. Madame Dubois s'est avancée, les yeux embués de larmes. Adèle, je suis si heureuse que vous alliez toutes les deux bien. Adèle a pris la main de Madame Dubois. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous nous avez sauvés. Sans vous, je ne sais pas ce qui nous serait arrivé, à Clara et moi, cette nuit. Tu n'as pas besoin de me remercier, a dit Madame Dubois doucement. Mais Adèle, j'ai besoin de te demander, où iras-tu quand tu quitteras l'hôpital? As-tu un endroit sur où loger? J'ai vu le visage de ma mère s'affaisser. Le bonheur de l'arrivée en toute sécurité de bébé Espoir a été rapidement remplacé par la réalité de notre situation. Nous n'avons nulle part où aller, a admis Adèle, sa voix à peine un murmure. Le père de Clara nous a chassés il y a 3 jours. Nous avons dormi sous des ponts et dans des entrées. Je n'ai pas de travail et maintenant avec le bébé. Adèle a commencé à pleurer doucement. Je me suis penché et j'ai tenu la main libre de ma mère. Ça va, maman. Nous allons trouver une solution. Nous y arrivons toujours. Mais j'avais peur, moi aussi. Où irions-nous avec un nouveau-né? Comment trouverions-nous de la nourriture et un abri? L'hiver approchait et il ferait encore plus froid dans les rues. Madame Dubois est restée silencieuse un long moment, regardant Adèle, moi, et le minuscule bébé Espoir. Puis elle a pris une décision qui a surpris tout le monde dans la pièce. Adèle, j'ai une grande maison avec plusieurs chambres vides. Je vis seule depuis le décès de mon mari il y a 5 ans. Elle a fait une pause et a regardé directement Adèle. Voudrais-tu, toi et tes enfants, venir rester avec moi jusqu'à ce que tu te remettes sur pied? Ma bouche est tombée. Adèle a regardé Madame Dubois avec incrédulité. Madame Dubois, nous ne pourrions pas vous déranger comme ça. Vous avez déjà tant fait. Tu ne me dérangerais pas, a dit Madame Dubois fermement. Ma maison a été trop silencieuse pendant trop longtemps. Et Clara me rappelle moi-même à son âge, courageuse. Loyale et déterminée à prendre soin des personnes qu'elle aime. J'ai regardé ma mère et Madame Dubois, osant à peine croire ce que j'entendais. Mais nous n'avons rien à vous offrir en retour, a dit Adèle.
Pas d'argent, pas de quoi payer le loyer. Madame Dubois a souri. Adèle, je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai besoin de ta compagnie. J'ai besoin d'entendre à nouveau des rires d'enfants dans ma maison. J'ai besoin de sentir que je fais une différence dans la vie de quelqu'un. Elle s'est assise sur la chaise à côté de moi. Et si tu es à l'aise avec ça, peut-être qu'une fois que tu seras rétabli après l'accouchement, je pourrai t'aider à trouver un bon travail pour que tu puisses construire une nouvelle vie pour ta famille. Je ne pouvais plus me contenir. Maman, s'il te plaît, dis oui. S'il te plaît. Adèle a regardé mon visage plein d'espoir, puis le bébé Espoir dormant paisiblement dans ses bras, puis Madame Dubois, qui attendait patiemment une réponse. Madame Dubois, a dit Adèle, les larmes coulant sur son visage. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes si gentil avec nous, mais oui. Oui, nous vous serions reconnaissantes au-delà des mots. Madame Dubois s'est penchée et a serré la main d'Adèle. Alors c'est réglé. Quand l'hôpital te donnera ton congé demain, tu rentreras chez moi. Je n'arrivais pas à y croire. 12 heures auparavant, nous étions dans la rue froide et mouillée, sans nulle part où aller et personne pour nous aider. Maintenant, nous avions un endroit sur où vivre, et bébé Espoir était en bonne santé et magnifique. Madame Dubois, ai-je dit doucement. Êtes-vous un ange? Madame Dubois a ri doucement. Non, ma chérie. Je suis juste quelqu'un qui croit que nous sommes tous mis sur cette terre pour nous entraider. Ta maman et toi avez traversé quelque chose de terrible, mais cela ne signifie pas que votre histoire doit se terminer tristement. Alors que j'étais assise, tenant mon petit frère pendant que ma mère dormait paisiblement, j'ai réfléchi à ce que Madame Dubois avait dit. Peut-être que notre histoire ne faisait que commencer, pas se terminer. Mais j'avais encore 9 ans. Je ne pouvais pas imaginer à quel point ma vie était sur le point de changer, ni quelles choses extraordinaires m'attendaient dans les années à venir. Le lendemain matin, Madame Dubois est arrivée à l'hôpital tôt, avec un siège auto pour bébé Espoir et des vêtements propres pour Adèle et moi. Je n'avais jamais vu de vêtements aussi beaux et doux. Une jolie robe bleue qui me convenait parfaitement et des chaussettes chaudes sans trop. Ah, comment saviez-vous ma taille, ai-je demandé, émerveillé. J'ai le sens de ces choses, a dit Madame Dubois avec un clin d'œil. Et j'ai peut-être demandé à l'une des infirmières de m'aider à deviner. Lorsque nous avons quitté l'hôpital, j'ai pressé mon visage contre la vitre de la voiture pendant que Madame Dubois traversait des quartiers de la ville que je n'avais jamais vus auparavant. Les maisons sont devenues plus grandes et plus jolies, avec des pelouses vertes et des jardins fleuris. Madame Dubois, ai-je dit doucement. Êtes-vous sûre de vouloir que nous restions chez vous? Nous ne sommes pas habitués aux belles choses. Et si nous cassions quelque chose? Madame Dubois m'a regardé dans le rétroviseur. Clara, ma chérie, les choses peuvent être remplacées. Les personnes, non. Toi, ta maman et bébé Espoir est bien plus important que n'importe quel objet dans ma maison. Quand nous sommes entrés dans l'allée de la maison de Madame Dubois, j'ai halté. C'était la plus belle maison que j'ai jamais vue, 2 étages, peinte en blanc avec des volets verts et un porche avec des rocking chairs. C'est ici que vous vivez, ai-je murmuré. C'est ici que nous vivons maintenant, a corrigé Madame Dubois doucement. À l'intérieur, la maison était encore plus incroyable. Il y avait des tapis moelleux, des meubles confortables et des tableaux au mur. Tout était propre et lumineux. J'avais presque peur de marcher sur les jolis tapis avec mes chaussures. Clara, laisse-moi te montrer ta chambre, a dit Madame Dubois, me conduisant en haut d'un escalier avec une rampe en bois lisse. Ma chambre était comme tirée d'un conte de fées. Il y avait un vrai lit avec une couette moelleuse, un bureau près de la fenêtre et même des étagères avec de vrais livres. Il y avait un placard plus grand que la salle de bain de notre ancien appartement, et des jouets qui semblaient n'avoir jamais été utilisés. C'est vraiment à moi, ai-je demandé, touchant le doux couvre-lit. Tout à toi, a dit Madame Dubois. Et Adèle, ta chambre est juste à côté, avec un berceau pour bébé Espoir. Adèle se tenait dans le couloir, tenant le bébé, les larmes coulant sur son visage. Madame Dubois, je ne sais pas quoi dire.
C'est plus de gentillesse que je n'aurais jamais cru exister dans le monde. La seule chose que je demande, a dit Madame Dubois, c'est que tu me laisses t'aider à construire une bonne vie pour tes enfants. Clara a besoin d'être à l'école et tu as besoin de temps pour te rétablir, puis pour trouver un travail significatif. Au cours des semaines suivantes, Madame Dubois a tenu sa promesse. Elle a aidé Adèle à inscrire Clara à l'école primaire locale, une bien meilleure école que celle que j'avais fréquentée auparavant, avec des livres plus récents et des enseignants bienveillants. Le jour de ma rentrée, Madame Dubois m'a accompagné jusqu'à la porte de la classe. Et si les autres enfants ne m'aimaient pas, ai-je demandé nerveusement. Et s'ils pouvaient deviner que j'étais pauvre avant. Madame Dubois s'est agenouillée et a ajusté mon nouvel uniforme scolaire. Clara, tu n'as jamais été pauvre pour ce qui compte. Tu as du courage, de la gentillesse et de l'intelligence. Ce sont les vraies richesses. Mon enseignante, Madame Fournier, était douce et patiente. Quand j'étais trop timide pour lever la main en classe, Madame Fournier m'encourageait discrètement. Quand j'avais du mal avec les problèmes de mathématiques parce que j'avais manqué beaucoup d'école, Madame Fournier restait après la classe pour m'aider à rattraper mon retard. Clara est une enfant remarquable, a dit Madame Fournier à Madame Dubois lors d'une réunion parents-professeurs. Elle travaille plus dur que n'importe quel élève que j'ai jamais eu. Elle a cette détermination à apprendre tout ce qu'elle peut, comme si elle savait que l'éducation est précieuse. À la maison, Madame Dubois m'aidait avec mes devoirs chaque soir après le dîner. Elle m'a appris à utiliser l'ordinateur, à chercher des mots dans le dictionnaire et à organiser mes pensées lorsque j'écrivais des essais. Madame Dubois, ai-je dit un soir alors que nous travaillions ensemble sur un projet scientifique. Pourquoi savez-vous tant de choses sur tout? Madame Dubois a souri. J'ai été enseignante pendant 35 ans, Clara. J'ai enseigné le CM2 à l'école élémentaire Washington. J'ai toujours rêvé d'avoir une fille à aider avec les devoirs, mais mon mari et moi n'avons jamais eu la chance d'avoir nos propres enfants. J'ai levé les yeux de mon projet. Alors, je suis comme votre fille maintenant? Si tu le souhaites, a dit Madame Dubois doucement. Je serais honoré d'être ta famille, Clara. Pendant ce temps, Madame Dubois aidait aussi Adèle. Une fois Adèle rétablie de l'accouchement, Madame Dubois a utilisé ses relations pour aider Adèle à obtenir un emploi au Grand Hôtel de la Place en centre-ville, non pas comme femme de ménage, mais comme assistante de réception. Mais je n'ai pas d'expérience en gestion hôtelière, a protesté Adèle lorsque Madame Dubois lui a parlé de l'entretien. Tu as quelque chose de mieux, a répondu Madame Dubois. Tu as de l'intégrité, de la politesse et la capacité de rester calme sous pression. Le directeur, Monsieur Moreau, est un vieil ami à moi. Il est prêt à former la bonne personne, et je lui ai assuré que tu étais exactement cela. Adèle a obtenu le poste. Pour la première fois depuis qu'Antoine les avait abandonnés, elle a enfilé des vêtements professionnels et est allée travailler dans un endroit dont elle pouvait être fière. Elle a appris à enregistrer les clients, à gérer les réservations et à résoudre les problèmes avec un sourire. Clara, a dit Adèle après sa première semaine de travail, je me sens à nouveau moi-même, comme si j'étais plus qu'une simple personne que l'on a jetée. J'ai vu ma mère se transformer de la femme brisée et effrayée dans la rue en une personne confiante et capable. Adèle se tenait plus droite, souriait davantage et a même recommencé à chanter des berceuses à bébé espoir. Mais le changement le plus incroyable se produisait en moi-même. Avec une bonne alimentation, un endroit sur où dormir et des adultes qui croyaient en moi, j'ai commencé à m'épanouir à l'école. Mes notes sont passées de juste suffisantes à excellentes. J'ai rejoint le club scientifique de l'école et j'ai découvert que j'aimais apprendre comment le corps humain fonctionne. Un jour, je suis rentré de l'école avec une grande nouvelle. Madame Dubois, je sais ce que je veux faire quand je serai grande, ai-je dit, laissant tomber mon sac à dos près de la porte. Oh, qu'est-ce que c'est, ma chérie? Je veux être infirmière, ai-je dit fermement. Je veux aider les gens qui ont peur et qui souffrent, tout comme vous nous avez aidés. Les yeux de Madame Dubois se sont remplis de larmes de fierté. Clara, je pense que tu ferais la plus merveilleuse des infirmières du monde. Mais alors que je rêvais de mon avenir,
aucune de nous ne savait qu'à l'autre bout de la ville, Antoine était sur le point d'apprendre une très dure leçon sur les choix qu'il avait fait. Pendant que Clara, Adèle et bébé Espoir construisaient une nouvelle vie magnifique avec Madame Dubois, Antoine vivait une toute autre histoire. Au début, après avoir chassé sa famille, Antoine s'était senti libre et heureux. Il passait ses journées à son emploi bien rémunéré et ses soirées à emmener Sophie dans des restaurants coûteux et à lui acheter des bijoux. Il a acheté une voiture de luxe et a déménagé dans un appartement plus grand avec Sophie. Pendant un certain temps, Antoine s'est convaincu qu'il avait fait le bon choix. « Tu vois à quel point la vie est meilleure sans eux pour nous retenir », disait Antoine à Sophie alors qu'il buvait du vin cher et planifiait des vacances somptueuses. Sophie souriait et acquiesçait, mais Antoine ne remarquait pas que ses sourires n'atteignaient jamais ses yeux quand elle regardait son portefeuille. Mais le bonheur d'Antoine n'a pas duré longtemps. La culpabilité de ce qu'il avait fait à Clara et Adèle a commencé à le ronger, surtout tard le soir quand il ne pouvait pas dormir. Il se souvenait du petit visage de Clara le suppliant de ne pas les faire partir. Et les paroles d'Adèle, un jour, tu comprendras ce que tu jettes. Pour repousser ses sentiments inconfortables, Antoine a commencé à dépenser encore plus d'argent. Il a acheté à Sophie un bracelet en diamant sans raison. Il l'a emmenée en croisière dans les Caraïbes. Il a acheté des vêtements coûteux et des gadgets dont il n'avait pas besoin. Antoine, mon chéri, a dit Sophie un soir en admirant sa nouvelle montre en or. Tu es si généreux. Je suis la femme la plus chanceuse du monde. Mais Antoine a remarqué que Sophie ne disait des choses aussi douces que lorsqu'il lui offrait des cadeaux. Quand il rentrait fatigué du travail et voulait juste parler, Sophie était toujours occupée à regarder son téléphone ou à se préparer à sortir. Pendant ce temps, les dépenses d'Antoine devenaient incontrôlables. Il a commencé à utiliser des cartes de crédit pour payer les goûts coûteux de Sophie. Puis, il a commencé à emprunter de l'argent à des amis et des collègues. Ses dettes sont devenues de plus en plus importantes, mais il était trop fier pour admettre qu'il était en difficulté. Un jour au travail, le patron d'Antoine l'a appelé dans son bureau. « Antoine », a dit son patron sérieusement. J'ai examiné les finances de l'entreprise et j'ai remarqué des écarts dans le budget du service de sécurité. De plus, votre performance au travail a gravement diminué. Vous arrivez souvent en retard, vous êtes absent, et j'ai eu vent de votre utilisation de ressources de l'entreprise à des fins personnelles. Antoine a senti son estomac se nouer. Dans son désespoir de garder Sophie heureuse, il avait négligé ses fonctions et parfois utilisé à tort les privilèges de son poste. « Monsieur, je peux expliquer. » a commencé Antoine. « Antoine, je vous faisais confiance. Vous étiez l'un de mes employés les plus fiables, mais je ne peux ignorer ce que les faits démontrent. Je vais devoir vous laisser partir. » Antoine a quitté le bureau ce jour-là, sachant que sa vie s'écroulait. Il avait perdu son bon emploi. Il devait des milliers d'euros à ses cartes de crédit, qui étaient à leur maximum. Mais le pire restait à venir. Quand Antoine est rentré chez lui et a raconté à Sophie ce qui s'était passé, sa réaction l'a choqué. « Tu as été viré », a dit Sophie, sa voix soudainement froide. « Comment ça, tu as été viré ?»« Sophie, ça va aller. Je trouverai un autre emploi. Nous avons juste besoin de réduire nos dépenses pendant un certain temps. » Réduire ? Sophie a ri, mais ce n'était pas un rire gentil. « Antoine, je n'ai pas signé pour ça. Je ne vais pas vivre comme une pauvre. »« Mais Sophie, je pensais que tu m'aimais, » a dit Antoine désespérément. Sophie l'a regardé comme s'il était stupide. « Antoine, j'aimais ce que tu pouvais me donner. Les dîners, les bijoux, les voyages. Sans ces choses, qu'es-tu ? Juste un homme d'âge moyen sans famille et sans argent. » Cette nuit-là, pendant qu'Antoine était en ville essayant de trouver un nouvel emploi, Sophie a fait ses valises et est partie. Elle n'a même pas laissé de mots. Elle a juste pris tous les bijoux qu'il lui avait achetés et est partie vivre avec un homme plus jeune, plus riche qu'elle voyait dans le dos d'Antoine. Antoine est rentré chez lui dans un appartement vide et une pile de factures qu'il ne pouvait pas payer. Pour la première fois depuis qu'il avait abandonné Clara et Adèle, Antoine a réalisé ce qu'il avait perdu.
Il avait jeté une femme qu'il aimait vraiment et une fille qui le prenait pour un héros, pour une femme qui n'aimait que son portefeuille. Adèle avait raison, a murmuré Antoine à lui-même, assis seul dans son appartement vide. Je ne savais pas ce que je jetais avant que ce ne soit parti. Mais maintenant, il était trop tard. Il n'avait aucune idée où Clara et Adèle étaient, ou même si elles étaient encore en vie après qu'il les ait chassées cette terrible nuit-là. Tout ce qui lui restait, c'était la dette, la solitude et le souvenir de la pire erreur de sa vie. Alors que les mois passaient, la situation d'Antoine s'aggravait. Il ne pouvait pas trouver un bon emploi car la nouvelle de ce qu'il avait fait dans son ancienne entreprise s'était répandue. Il a dû vendre sa voiture et déménager dans un petit appartement sale dans un mauvais quartier. Il mangeait de la nourriture bon marché et portait de vieux vêtements. Mais le pire de tout, Antoine est tombé malade. Le stress et la culpabilité affaiblissaient son corps. Il a développé de l'hypertension artérielle et des problèmes cardiaques, mais il n'avait pas les moyens d'aller chez le médecin. Antoine était devenu exactement ce qu'il craignait autrefois d'être, pauvre, seul et oublié. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Clara grandissait, devenant une jeune femme incroyable. J'avais maintenant 15 ans et j'étais l'une des meilleures élèves de mon lycée. J'étais devenue grande et belle, avec les mêmes yeux doux que j'avais étant petite fille, mais maintenant il montrait de la sagesse et de la détermination. Je passais mon temps libre à faire du bénévolat à l'hôpital général de la ville, apprenant auprès des infirmières et des médecins. Je me souvenais encore de cette terrible nuit où ma famille avait été renvoyée, et le personnel de l'hôpital avait ri de mon désespoir. À cause de ce souvenir, je m'assurais que chaque patient qui passait par les portes des urgences était traité avec dignité et compassion, quelle que soit sa capacité à payer. « Clara, tu as un don pour ce travail », disait l'infirmière Léa, qui était devenue mon mentor. « Tu as des mains qui guérissent et un cœur qui guérit. » Je rentrais de l'hôpital et je racontais à Madame Dubois et à ma mère tout ce que j'avais appris. Aujourd'hui, j'ai aidé un petit garçon qui avait peur de se faire prélever du sang, disais-je avec enthousiasme. Je lui ai tenu la main et je lui ai raconté une histoire de chevalier courageux, et il n'a pas pleuré du tout. Madame Dubois souriait avec fierté. Adèle, maintenant couronnée de succès dans sa carrière de gestion hôtelière, me serrait dans ses bras et disait « Clara, tu vas changer tellement de vie. » Bébé Espoir avait maintenant 6 ans et entrait en CP. C'était un petit garçon heureux et intelligent qui aimait les livres et le dessin. Il n'avait aucun souvenir de cette terrible nuit où il était né, seulement l'amour et la sécurité de la famille qui l'avait élevé. Mais je n'avais jamais oublié cette nuit-là, ni la promesse que je m'étais faite d'aider les gens qui avaient peur et qui souffraient. Aucune de nous ne savait que très bientôt, j'aurais la chance de prouver à quel point j'avais grandi et à quel point j'étais différente du père qui nous avait tous abandonnés toutes ces années auparavant. C'était un mardi après-midi chaud de juillet. Je venais de terminer mon service de bénévolat à l'hôpital général de la ville, le même hôpital où j'étais né 9 ans plus tôt. J'avais maintenant 18 ans et je venais d'obtenir mon baccalauréat avec mention. À l'automne, je commencerai mes études d'infirmière avec une bourse complète que j'avais obtenue grâce à mes excellentes notes et à mon travail bénévole. Je marchais dans le hall de l'hôpital, rentrant chez moi pour célébrer mon acceptation au programme de sciences infirmières avec Madame Dubois, ma mère Adèle et mon petit frère, Espoir, quand j'ai entendu un brouhaha près de l'entrée des urgences. Des ambulanciers entraient en courant avec un homme sur une civière. Il semblait inconscient, et je pouvais voir qu'il était très mince et mal habillé. Ses vêtements étaient sales et déchirés, et il avait l'air de ne pas avoir bien mangé depuis longtemps. « Que s'est-il passé ?» a demandé l'une des infirmières des urgences. « Les ambulanciers l'ont trouvé effondré sur le marché du centre-ville », a répondu le paramédical. Des témoins disent qu'il est simplement tombé en marchant. Pas d'identification sur lui. On dirait qu'il a vécu à la dure depuis un moment. La tension artérielle est dangereusement élevée et son rythme cardiaque est irrégulier. J'ai observé de loin l'équipe médicale emmener l'homme dans l'une des salles d'urgence. Quelque chose dans la situation m'a serré le cœur, un homme sans abri, sans identification, sans famille à appeler, allongé inconscient et seul. Clara, a appelé infirmière Léa, qui était mon mentor depuis 3 ans. Je croyais que tu étais rentré pour la journée. Je partais juste quand je les ai vus apporter cet homme,
ai-je dit, hochant la tête vers les urgences. Est-ce qu'il a quelqu'un avec lui? De la famille? Infirmière Léa a secoué la tête tristement. Non, ma chérie, pas d'identification, pas de contact d'urgence. Il se réveillera probablement seul, s'il se réveille. Son état semble assez grave. J'ai ressenti un frisson familier dans mon cœur. Le même sentiment que j'avais étant petite fille quand je voyais des gens souffrir et que je voulais les aider. Même si je n'étais qu'une bénévole et pas encore une vraie infirmière, j'avais reçu une permission spéciale pour aider aux soins des patients en raison de mon dévouement et de mes compétences. L'infirmière Léa, ai-je dit avec précaution. Serait-il possible que je prenne de ces nouvelles plus tard? Je sais que je ne suis pas officiellement affecté au service des urgences, mais... Clara, tu as un cœur si compatissant, a dit infirmière Léa avec un sourire. Docteur Laurent s'occupe de son cas. Je suis sûr qu'elle ne verrait pas d'inconvénient à ce que tu aides à le surveiller une fois qu'il sera stabilisé. Tu connais la politique de cet hôpital, nous traitons tout le monde avec dignité, qu'il puisse payer ou non. J'ai hoché la tête, me souvenant à quel point l'attitude de cet hôpital était différente maintenant par rapport à cette terrible nuit il y a 9 ans, quand ma mère et moi avions été ridiculisés et presque jetés dehors. Une nouvelle direction et des politiques avaient tout changé dans la façon dont les patients étaient traités. Quelques heures plus tard, on m'a informé que l'homme avait été transféré dans une chambre normale au 3e étage. Son état s'était stabilisé, mais il était toujours inconscient. Le médecin a dit qu'il souffrait de malnutrition sévère, de déshydratation et de problèmes cardiaques provoqués par le stress et des conditions de vie difficiles. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage, portant une petite tasse de glaçons et un linge humide pour rendre le patient plus confortable à son réveil. En m'approchant de la chambre 314, je pouvais voir à travers la porte entr'ouverte que l'homme était seul, tout comme infirmière Léa l'avait dit. J'ai frappé doucement et suis entré dans la chambre. « Bonjour », ai-je dit doucement, même si l'homme ne pouvait pas m'entendre. « Je m'appelle Clara, et je suis là pour prendre soin de vous. » J'ai posé les glaçons et j'ai tiré la chaise plus près du lit pour pouvoir vérifier ses signes vitaux comme on me l'avait appris. En me penchant pour ajuster son oreiller, j'ai eu mon premier bon aperçu du visage de l'homme. Mes mains se sont figées en l'air. Même s'il avait l'air beaucoup plus âgé, plus mince et plus malade que dans mes souvenirs, je reconnaîtrais ce visage n'importe où. C'était un visage que j'avais tant essayé d'oublier, mais que je n'y étais jamais parvenu. C'était le visage qui avait hanté mes rêves et mes souvenirs pendant 9 longues années. C'était mon père. Antoine Dubois était allongé inconscient dans le lit d'hôpital, ne ressemblant en rien à l'homme fier et bien habillé qui avait chassé sa famille sous la pluie toutes ces années auparavant. Ses cheveux étaient gris et clairsemés. Ses vêtements étaient vieux et sales, et son visage était pâle et émacié. Mon premier instinct fut de courir hors de la pièce et de demander à quelqu'un d'autre de s'occuper de ce patient. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient. C'était l'homme qui nous avait abandonnés, ma mère enceinte et moi. C'était l'homme qui avait choisi l'argent et une autre femme au détriment de sa propre famille. Mais alors que je me tenais là, regardant la forme inconsciente de mon père, je me suis souvenu de quelque chose que Madame Dubois m'avait enseigné. Clara, être infirmière signifie que tu aides les gens non pas pour ce qu'ils sont ou ce qu'ils ont fait, mais parce qu'ils ont besoin d'aide. C'est ce qui fait la différence entre une bonne infirmière et une excellente. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis assise sur la chaise à côté du lit de mon père. Quoi qu'il ait fait à ma famille, à ce moment-là, il n'était qu'un homme malade qui avait besoin de soins médicaux. Et je m'étais fait la promesse il y a longtemps que je ne me détournerais jamais de quelqu'un qui avait besoin d'aide. J'ai vérifié son pouls, noté sa respiration et m'assuré qu'il était confortable. Puis je me suis assise et j'ai vraiment regardé l'homme qui avait autrefois été mon héros. Que t'est-il arrivé, papa, ai-je murmuré, les larmes commençant à monter. Je suis resté là pendant près d'1 heure, observant la poitrine de mon père se soulever et s'abaisser à chaque respiration. Je me suis surprise à étudier son visage, cherchant des traces de l'homme que j'avais tant aimé autrefois. Ses mains, qui me soulevaient et me faisaient tourner, étaient maintenant minces et rugueuses. Son visage, qui s'illuminait quand il me voyait,
était maintenant pâle et marqué par les rides de l'inquiétude et de la tristesse. Malgré tout ce qu'il avait fait, mon cœur se serrait pour cet homme brisé allongé devant moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir des bons moments, quand il me lisait des histoires avant de dormir, quand il m'avait appris à faire du vélo, quand il promettait que tout irait toujours bien tant que nous nous aurions. Ce n'était que des mensonges, n'est-ce pas, ai-je dit doucement. Mais tu ne pensais rien de tout ça. Juste à ce moment-là, Antoine a commencé à s'agiter. Ses paupières ont tremblé et il a émis un doux gémissement. J'ai rapidement essuyé mes larmes et me suis redressé, repassant en mode professionnel. Monsieur, m'entendez-vous, ai-je dit de la voix douce que j'utilisais avec tous mes patients. Vous êtes à l'hôpital. Vous êtes en sécurité maintenant. Les yeux d'Antoine se sont ouverts lentement, et il a regardé autour de la pièce avec confusion. Son regard était flou au début, mais progressivement ses yeux ont trouvé mon visage. Un instant, il m'a juste fixé sans me reconnaître. J'ai retenu mon souffle, me demandant s'il se souviendrait de moi après toutes ces années. Puis, lentement, les yeux d'Antoine se sont écarquillés. Sa bouche s'est entr'ouverte légèrement, et j'ai pu voir le moment exact où la reconnaissance l'a frappé comme un éclair. « Clara » a-t-il murmuré, sa voix à peine audible. « Clara, c'est vraiment toi. » Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre, mais j'ai gardé ma voix stable et professionnelle. « Oui, monsieur Dubois. Je suis Clara et je suis là pour vous aider. » Antoine a essayé de s'asseoir dans le lit, mais il était trop faible. « Clara, ma petite Clara, tu as tellement grandi. Tu es magnifique. » J'ai remarqué qu'il m'appelait de monsieur Dubois au lieu de papa, mais je n'ai pas commenté. « Vous avez besoin de vous reposer, monsieur Dubois. Vous avez été très malade. » Les yeux d'Antoine se sont remplis de larmes. « Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment toi. Où est ta mère? Est-elle? Adèle va bien? » J'ai ressenti un éclair de colère. Maintenant, il voulait des nouvelles de ma mère après 9 ans à ne pas se soucier si nous vivions ou mourions. « Ma mère va bien, » ai-je dit froidement. « Là elle se porte très bien, en fait. » Antoine a eu l'air soulagé, mais son expression s'est ensuite transformée en honte et en regret. « Clara, je dois te dire. » « Je dois dire? » « Monsieur Dubois, vous devez économiser vos forces, » ai-je interrompu. « Vous avez eu un épisode cardiaque et votre tension artérielle est dangereusement élevée. La chose la plus importante en ce moment est votre rétablissement. » Mais Antoine ne voulait pas se taire. Les larmes coulaient maintenant sur son visage. « Clara, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé pour ce que j'ai fait à ta mère et à toi. J'avais tort. J'avais tellement tort. » J'ai senti mes propres yeux se remplir de larmes, mais je les ai retenus. « Monsieur Dubois, s'il vous plaît. » Antoine a supplié, tendant une main tremblante vers moi. « S'il te plaît, peux-tu encore m'appeler papa? Juste une fois. » J'ai regardé sa main tendue, mais je ne l'ai pas prise. La petite fille en moi voulait tendre la main et tenir la main de mon père, mais la femme que j'étais devenue savait mieux. « Je ne peux pas faire ça, » ai-je dit doucement. Ce nom appartient à quelqu'un qui aimait sa famille suffisamment pour la protéger. Vous avez perdu le droit à ce nom il y a 9 ans. La main d'Antoine est retombée sur le lit, et il a fermé les yeux comme si mes mots lui avaient fait du mal physiquement. « Mais tu as raison, » a-t-il murmuré. « J'ai perdu ce droit la nuit où je vous ai chassé sous la pluie. J'ai été surprise. Je m'attendais à ce qu'il trouve des excuses ou qu'il tente de justifier ce qu'il avait fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il admette si complètement qu'il avait tort. »« Que t'est-il arrivé ?» ai-je demandé, incapable de retenir la question plus longtemps. « À comment en es-tu arrivé là ?» Antoine a ouvert les yeux et a regardé le plafond. « J'ai tout perdu, Clara. Mon emploi, mon argent, ma santé. Sophie m'a quitté dès que je ne pouvais plus lui acheter des choses chères. Je vis dans la rue depuis plus d'1 an maintenant. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, tristesse, colère,
et quelque chose qui aurait pu être de la satisfaction que la femme qui avait contribué à détruire notre famille l'ait aussi abandonnée. Je n'arrêtais pas de penser à ce que ta mère avait dit cette nuit-là, a poursuivi Antoine. Un jour, tu comprendras ce que tu jettes. Elle avait raison, Clara. J'ai jeté le seul véritable amour que j'ai jamais eu pour quelque chose de faux et de vide. J'ai écouté sans répondre, essayant de traiter tout ce que je ressentais. J'ai cherché ta mère et toi, a dit Antoine, sa voix s'affaiblissant. Après le départ de Sophie, j'ai essayé de vous retrouver toutes les deux. Je voulais m'excuser, voir s'il y avait un moyen, mais vous aviez disparu. Je ne savais pas si vous étiez vivante ou morte, et c'était entièrement de ma faute. Nous avons survécu, ai-je dit simplement. Nous avons trouvé des gens qui se souciaient vraiment de nous. Antoine a hoché la tête, d'autres larmes coulant. Je suis content. Je suis si contente que vous ayez survécu. Vous méritez tellement mieux que ce que je vous ai donné. Je me suis levé de ma chaise. Cette conversation devenait trop émotionnelle et je devais maintenir ma distance professionnelle. Monsieur Dubois, les heures de visite se termineront bientôt. Vous devriez vous reposer. Le médecin voudra faire d'autres examens demain. Clara, attends, a dit Antoine alors que je me dirigeais vers la porte. Vas-tu? Vas-je te revoir? J'ai fait une pause, la main sur la poignée de la porte. Je me suis retourné pour regarder cet homme qui avait autrefois été la personne la plus importante de mon monde et qui n'était maintenant qu'un autre patient. Je suis affecté à cet étage, ai-je dit avec précaution. Si vous avez besoin d'une assistance médicale, quelqu'un sera là pour vous aider. Ce n'était pas vraiment une réponse, mais c'était tout ce que je pouvais lui donner pour l'instant. En sortant de la pièce, j'entendais Antoine pleurer doucement derrière moi. Une partie de moi voulait revenir le réconforter, mais une partie plus forte savait que j'avais besoin de temps pour réfléchir à ce que cette réunion inattendue signifiait pour ma famille et moi. L'histoire de Clara, d'Adèle et d'Antoine s'achève ici. Une histoire de choix, de souffrance, mais aussi de résilience et de pardon. Qu'avez-vous pensé de la décision de Clara face à son père? Auriez-vous agi différemment si vous aviez été à sa place? Le chemin du pardon est souvent le plus difficile, n'est-ce pas? N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos émotions dans les commentaires ci-dessous. Sachez que je lis chacun de vos messages, et ils sont le souffle qui nourrit nos récits. Si cette histoire a touché votre cœur ou vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de la partager avec ceux qui, vous le sentez, en seront émus, et de vous abonner à la chaîne Les Voix du Cœur pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de l'âme humaine. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine histoire et qui sait, la prochaine fois, ce sera peut-être la vôtre.